Je voulais un petit peu qu'on revienne sur la genèse un petit peu de ce projet, puisque en préambule, dans l'introduction au texte, vous expliquez, Monsieur Boss, que en fait c'est un recueil de plusieurs essais, de plusieurs articles que vous avez écrits, et pour certains en 2008. Et pourquoi et comment le projet était devenu avec l'éditeur, avec les éditions critiques, de le rassembler ces articles maintenant et de les sortir dans cette actualité brûlante qui, à la lecture du texte, ne cesse de faire un effet miroir assez impressionnant. Alors, c'est une question simple, une question introductive, une question Oui, oui. qui introduit le propos, mais qui est aussi une question complexe. Alors par quoi commencer? Euh, Il y a un décalage en fait entre le temps de la recherche et le temps du politique. Voilà. Il y a Florence Gauthier qui est là, avec qui je travaille depuis longtemps. On travaille sur Robespierre, sur la Révolution française, une certaine manière d'expliquer la Révolution française qui s'est constituée lentement pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui s'est constituée lentement à partir de l'archive et à partir d'un certain nombre d'obstacles qu'on lisait qu'on voyait entre ce qu'on trouvait dans les textes, dans les archives, et ce qui était l'explication standard de la Révolution française et les usages contemporains de la Révolution française. Voilà. Donc ça veut dire que le travail qui est là est le résultat d'années et d'années de recherche qui se sont exprimés dans quelques textes, mais qui ont tous en commun l'idée qu'on a dans le XVIIIe siècle et dans la Révolution française une boîte à outils politique, intellectuelle, à partir de laquelle on peut rentrer dans notre monde et saisir ses dysfonctionnements. Et quand on a quand on a travaillé de cette manière-là, on était même beaucoup en porte-à-faux avec ce qui était l'image classique de la Révolution française il y a une trentaine d'années, où c'était un objet finalement assez mort, Mhm. puisqu'il y avait eu la révolution russe entre-temps et que le modèle, le vrai modèle, celui sur lequel on pouvait bâtir quelque chose qui serait un rapport critique au capitalisme et à l'actualité, ce serait dans cette nouvelle révolution. La révolution française est envoyée à la révolution bourgeoise, à quelque chose de passé. Alors certes, un ancêtre valeureux, mais muséifié. Bon. Et ça veut dire que le travail qu'on a fait a consisté à exhumer des problématiques au moment où naissait la société dans laquelle nous sommes et qui petit à petit, dans ces 30 années, est devenue une société en crise, un modèle en crise, et la prise de conscience collective qu'on avait, nous, dans notre travail assez tôt, en fait, que l'accumulation telle qu'elle était portée par nos sociétés, le productivisme, les deux faces finalement relativement identiques du productivisme que sont le capitalisme libéral et le socialisme tel qu'il a pu se développer au 19e et au 20e siècle arrivaient finalement au bout d'une logique. Donc on est dans une phase de 2 siècles qui arrive à épuisement, à effondrement, et où les grandes idéologies, pour dire les choses simplement, qui explicitaient, qui justifiaient ces phases, ne fonctionnent plus. Mhm. Et où finalement ce que nous avons mis en avant, c'est-à-dire les réflexions sur la République, au moment où ce système naît, et où ce système se fonde, des réflexions qui existent au XVIIIe siècle et qui n'ont pas été bien vues, qui n'ont pas été bien saisies, dont on n'a pas compris le sens il y a quelques années, finissent par aujourd'hui être des évidences. Vous voyez Robespierre, les gens disent bah, c'est aujourd'hui, la Révolution française, bah, c'est aujourd'hui, c'est une évidence. Mhm. Les gilets jaunes, ils mettent des guillotines sur les ronds-points, ils n'arrêtent pas de parler de la Révolution française. Les politiques parlent de la Révolution française, Robespierre devient quasi un personnage contemporain, Mhm. mais c'est assez récent en fait. Oui, parce que permettez-moi de vous couper Moi, et je de vous en prie. rebondir. Mais c'est vrai que moi, libraire, je suis assez. Ça fait quoi, 15 ans que je fais ce métier. Là, il y a une actualité. Il y a toujours eu des livres sur la Révolution, mais là, la concordance de faits est assez impressionnante. Il suffit de les voir. Je sais plus s'il y en a un. Il y a quand même le Jacobin qui vient d'arriver aussi, de Alexis Corbière. Tout arrive à un moment où, alors que quand j'étais étudiant, on n'en parlait pas du tout, en effet. Et c'est intéressant parce que vous parlez d'un travail qui a commencé à 30 ans, donc ça a commencé à la chute du mur de Berlin, en fait. Quand ce monde-là s'est effondré, il était important de revenir, en fait, au... Ça a même commencé avant. Ça a commencé avec la mise en œuvre de la grande phase libérale ou néolibérale
dans les années 70, moi je suis l'étudiant d'autres chercheurs qui ont commencé à réfléchir à on va dire l'affaissement en fait de schémas explicatifs qui était perceptible dès les années 70, je pense. Déjà à ce moment-là, avec, en gros, pour dire les choses, et c'est au cœur du livre, l'idée que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est quand même un texte central sur le plan juridique, c'est dans le bloc de constitutionnalité depuis 1971, c'est dans notre déclaration, c'est dans notre constitution, enfin bon, que cette Déclaration des droits n'est pas un texte bourgeois, n'est pas un texte avec des idées générales comme ça, un peu floues, des bonnes intentions un peu molles, mais que ce texte est un texte subversif et qu'il est subversif du capitalisme lui-même. Alors que dans les années 70, on a commencé à nous vendre avec les néolibéraux l'idée que, en s'appuyant sur Hayek en particulier, l'idée que finalement les droits de l'homme, c'était les droits du bourgeois, de l'entrepreneur, de l'individu décomplexé qui pouvait étaler sa liberté au détriment des autres. Voilà. Donc c'était l'idée centrale qu'il y a dans des textes qu'on nous a vendus comme étant des textes au fondement du libéralisme et du néolibéralisme, finalement la subversion du libéralisme lui-même. Voilà. Ben, c'est une évidence quand on vous lit dès le chapitre 1, et pourtant ce texte-là, vous l'avez écrit il y a quand même un certain nombre d'années. Oui. C'était quand ? C'est quelque chose que j'ai écrit, j'ai dû l'écrire pour 2007-2008, mais c'est un texte que j'ai écrit sous d'autres formes plutôt. Mais vous voyez, quand je lis, moi, jeune, libraire, trentenaire, en 2019, que je commence le chapitre 1 et que vous citez tout de suite Robespierre, il commence par cesser de calomnier le peuple et de blasphémer contre votre souverain, le représentant de façon indigne de jouir de ses droits, méchant, barbare, corrompu, c'est vous qui êtes injuste et corrompu. Je pourrais continuer comme ça, et le texte est d'une force assez extraordinaire. Et bien sûr, il ne tombe pas à n'importe quel moment. Il tombe aujourd'hui, en ce moment-là, et l'effet, en effet miroir que j'évoquais au début, il est assez extraordinaire. Donc, je veux dire, et pourtant, ce texte, vous l'avez déjà écrit vous-même il y a un certain nombre d'années, et on parle d'un texte qui, l'origine même, remonte à plus de 2 siècles, et là, c'est vraiment encore plus saisissant, on va dire. Voilà, donc il y a le travail de la recherche qui fait sens dans les petits groupes de chercheurs que l'on constitue, un travail qui est plutôt à la marge des institutions, même si maintenant on est de plus en plus lu et on est de moins en moins marginaux, mais c'est la marge qui tient la page, comme dit Godard, donc on est dans un lieu un peu créateur sur l'histoire de la Révolution française, et où ce qu'on écrit fait sens au-delà de ce qu'on est nous. Je reviendrai là-dessus, mais sur le plan technique, j'ai triché quand même. C'est-à-dire que je n'ai pas mis brut de décoffrage les textes que j'ai écrits. Le cœur est le même. Mais là, ce que vous lisez, je l'ai mis en exergue exprès pour cet ouvrage-là. Bien sûr. Dans la mesure où je voulais... Donc il y a un propos derrière. Il y a pour vous, absolument. Voilà. Il y a une intention, et l'intention est dans le titre. Il y a l'intention qui est d'interroger ce qu'on appelle la démocratie aujourd'hui, d'interroger ce qu'on appelle la souveraineté populaire aujourd'hui, dans la mesure où la souveraineté est renvoyée dans les médias en général à quelque chose d'indigne, souvent, de souverainiste, de suspect, de nationaliste. Et la démocratie a été tellement, on va dire, tellement aspirée par des qualificatifs qui sont là pour la préciser, démocratie représentative, démocratie participative, démocratie directe, que la démocratie finit par perdre son sens. Et l'idée est que dans le XVIIIe siècle, dans la Révolution française, se constitue le sens de ce qu'est le peuple souverain, de ce qu'est le peuple au sens politique, et se constitue le sens de ce qu'est la démocratie, que c'est un bon repère, une bonne boussole, pour aujourd'hui se débrouiller dans cette espèce de fatras, où des concepts sont envoyés, et où tout veut dire son contraire. Et donc, Robespierre est un bon guide parce que dans la Révolution, c'est un de ceux qui est le plus précis, le plus clair. Et c'est un personnage qui est à la fois dans l'action. C'est aussi un enjeu du livre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire une biographie de Robespierre, il s'agit de prendre sur un champ assez réduit, sur une thématique apparemment étroite,
5 études de cas, en gros, où on voit comment un législateur, à cette époque-là, un représentant du peuple, se pense représentant du peuple. Un miroir, on a évidemment que sont les représentants du peuple aujourd'hui. Se pense représentant du peuple, se pense républicain, et comment il fait usage de la Déclaration des droits qui est toujours là. Donc on a effectivement en miroir quelque chose qui est peut-être proche de nous, c'est le même vocabulaire, ce sont les mêmes fonctions, c'est matriciel de ce que nous sommes nous, on prend nos racines là-dedans, l'école nous apprend qu'on vient de là, mais est-ce que ça ressemble tant que ça à nous? Est-ce que on se voit nous-mêmes ou est-ce qu'on voit plutôt un autre? Un autre qu'on a perdu et un autre qui serait peut-être intéressant de revisiter en tant que citoyen pour dire mais finalement ce que l'on m'a vendu comme étant les principes de la République et de la démocratie, si je reviens aux sources, ça ressemble vraiment à ce que je vois aujourd'hui. Et Robespierre je pense est un bon guide parce qu'il est d'une très grande clarté en fait dans ses propos. C'est un de ceux qui est le plus précis, je crois, dans l'usage des catégories qu'il met en œuvre. C'est ce qu'on voit bien dans ce que vous expliquez dans chacun des 5 grands chapitres. Il y a aussi quelque chose qui pour moi, lecteur d'histoire, est toujours intéressant, c'est quand on cite aussi abondamment un auteur qui a une œuvre aussi colossale, ça c'est quand même des tonnes, les œuvres complètes de Robespierre sont quand même assez phénoménales, le nombre de textes qu'il a produit. Comment, en tant qu'historien, on se dit, est-ce que je ne suis pas en train de faire dire quelque chose, parce qu'en prenant des extraits, en prenant des parties, moi, lecteur, je vous fais confiance, vous voyez, je suis là. Et quand on est sur un auteur ou un personnage comme Robespierre qui est à la création de quelque chose, à la jeunesse de quelque chose, on peut se dire qu'il y a des moments où il s'est trompé, il y a des moments dans ses textes il s'est fourvoyé, où on était tellement à la jeunesse de quelque chose de totalement nouveau que c'était table rase, enfin on partait sur une page blanche. Et donc forcément, on imagine qu'il a pu avoir des changements de cap, etc. Est-ce que vous, en tant qu'historien, il y a des moments donnés où vous vous dites... Là, je suis en train de lui faire dire des choses où je l'imagine tel que, parce que moi, j'y mets mon regard, j'y mets ma couleur politique, j'y mets mon intention, où j'essaye de rester au plus près de ce qu'est la vérité, sachant qu'en histoire, la vérité est toujours très subtile. Est-ce que c'est une question qui vous a parfois, comment dirais-je, taraudé? C'est la méthodologie de l'historien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Je ne sais pas, un essai où je raconte ma vie, je ne porte pas de jugement. J'essaie de rendre compte d'une pensée, et j'essaie de la rendre compte et d'une action. Une pensée qui est dans l'action, une action qui est dans la pensée. Enfin, les deux sont totalement c'est très intimement lié. Alors, on a effectivement des textes, mais Robespierre n'a pas laissé de traité de son vivant. Il a laissé des discours qui ont été récupérés au fil du temps, pendant 2 siècles, qui ont été rassemblés, avec des versions différentes. Des fois, on a des versions qui sont rapportées par la presse, donc on a un discours, des fois, qui n'est pas certain. Ça peut être cette version qu'on a trouvée dans la presse ou une autre, puisque lui-même n'a laissé que peu de manuscrits. Quand il a été arrêté et exécuté, on a dispersé ses manuscrits, on les a détruits. Donc on a peu de traces des originaux. Des fois, il a imprimé des textes de son vivant, donc on peut attester ce qu'il a dit, des fois non. Donc quand on est historien, on essaye de rendre compte d'une action, et notre boulot, c'est pas de porter des jugements. Ensuite, dans le travail que l'on voit, quand on suit Robespierre, on est effectivement frappé par la grande cohérence et la grande continuité qu'il a dans ce qu'il avance. Et un des enjeux, c'est justement d'essayer de comprendre dans la continuité comment on peut être à la fois quelqu'un qui dénonce la guerre, fait partie des rares qui dénoncent la guerre, et en même temps d'être un de ceux qui vont mener la guerre en étant... Exemple encore plus frappant, j'ai été sidéré, il était contre la peine de mort. Oui. Et là, voilà, la première fois que je lis ça, je me dis, c'est pas possible. Contre la peine de mort. Avec toute l'historiographie qu'on a sur Robespierre, on se dit, le personnage est contre la peine de mort, c'est quasiment fascinant. Voilà, il est contre la peine de mort, il est pour la liberté absolue de la presse, même quand on le calomnie, etc. Il dit, on ne touche pas à la presse. Mais... dans une situation qui est une situation de révolution, d'une part, de guerre civile, de guerre extérieure, de guerre intérieure, comment est-ce qu'on peut tenir la liberté alors qu'a priori c'est impossible? Comment peut-on tenir des principes alors que tout nous empêche de les tenir? Et lui, Saint-Just ou d'autres sont justement dans cette tension continuelle, avec l'idée de se dire mais comment faire en sorte que le peuple soit effectivement souverain, comment faire en sorte que la décision soit au plus près des habitants,
tout en donc, tenir la démocratie, tout en tenant quelque chose qui est une bataille mais physique, politique, armée. Voilà, donc on serait a priori dans des situations paradoxales. Et on est dans un temps d'expérimentation qui est assez rare, parce qu'on parle de la guerre, mais c'est une des rares fois dans l'histoire de notre pays où la guerre a été menée par le pouvoir législatif et pas par le pouvoir exécutif. Donc ça veut dire que la guerre, elle est dans l'espace public, elle est dans l'Assemblée, elle n'est pas dans les comités exécutifs cachés où on tue des gens dans les fossés de Vincennes sans savoir exactement ce qui se passe. Les exécutions sont également dans l'espace public, ce qui fait également leur visibilité, et ce qui peut créer pour nous un regard qui est regarde, il y a de la répression, mais bon, qui a déjà vu des révolutions, des guerres sans répression? Comment comment maintenir une guerre sans trop pousser la violence? Comment être dans une situation qu'on trouve extraordinaire sans en même temps basculer dans de l'arbitraire? C'est ça qui est difficile à tenir, et c'est pour ça que cette expérience est intéressante. C'est-à-dire qu'il faut la regarder avec sa propre logique, hein, et souvent on a fait venir des regards du XXIe siècle, du XXe siècle, pour dire c'est du totalitarisme, ou c'est ça, et finalement on se prive de la complexité de cette expérimentation. Alors moi, en tant qu'historien, j'essaie de la décrire, d'en proposer des aspects. Là, je ne propose pas tout. Il y a des paradoxes, il y a des complexités, mais après il faut livrer ça, je pense, aux citoyens, il faut livrer ça au lecteur pour que lui-même soit face à cette complexité. Voilà. Il y a une situation qui est assez complexe et représentative, et on sent vraiment là, je dirais pas le paradoxe de Robespierre, mais le fait d'être partagé, c'est là quand il y a les insurrections à propos de la hausse du prix du pain, etc., et qu'on est obligé d'envoyer la garde civile pour rétablir l'ordre. Et là, on a vraiment le débat central où, peu de temps avant, il y avait cet esprit de fraternité. Les gardes civiles sont là pour maintenir, il y a ce grand serment de fraternité. Et justement, après, on envoie la troupe parce que, entre guillemets, la situation devient intenable. Et on sent, enfin, à la lecture, moi, personnellement, à ma lecture, j'ai eu l'impression de sentir vraiment ce déchirement. C'est à un moment donné, oui, on est obligé d'envoyer la troupe alors qu'on vient de prêter serment de fraternité peu de temps avant. Et là, je voulais que vous expliquiez un petit peu à quel point c'est... Parce que vous expliquez beaucoup à un moment, il y a plusieurs pages sur ce moment un peu particulier de 1792 où il y a les émeutes à cause de la hausse de la spéculation sur les denrées alimentaires. Ouais, des émeutes dès le départ. Hein. Simplement, on nous a vendu la Révolution française en fait comme un conflit entre l'ancien monde et le nouveau monde, entre le roi, son clergé, sa noblesse, et puis face à ça, il y aurait un peuple uni, avec des fois des petits éléments dedans qui fonctionneraient pas, mais en gros c'est ça. Or, la Révolution française, c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est aussi l'affrontement de différents projets républicains, de différentes conceptions de la République, de différentes conceptions de la liberté. Où arrivent au pouvoir, j'allais dire, sont majoritaires à l'Assemblée des personnes qui estiment que une société est d'abord là pour garantir la liberté du propriétaire et déjà pour garantir la liberté du commerce contre l'ancien régime qui l'encadrait et la contrôlait, parce que il y a cette idée que les êtres humains sont naturellement faits pour être libres et que cette liberté tout entière du propriétaire, de l'entrepreneur, va servir à un horizon qui n'est jamais fixé, mais à un horizon va servir à la liberté de tous. Je dirais pas qu'il y a l'idée du ruissellement, mais si je devais réduire et vous donner une image assez contemporaine, on va dire, de cette mentalité libérale, elle est là. Donc laissons... modèle anglais aussi. Modèle anglais, on le trouve chez Mandeville, hein, les vices privés font les vertus publiques. On est au début du XVIIIe siècle, c'est un débat du XVIIIe important. Il y a les physiocrates, il y a la naissance de l'économie politique à ce moment-là, et il y a l'idée que voilà, laissons la liberté la plus absolue. Et donc naturellement, hein, les riches et les pauvres s'équilibreront, un même intérêt de la société va se constituer. Et les gardes nationales donc sont créées avec cette idée, ils prêtent un serment avec cette idée que garantir la liberté, c'est garantir la fraternité, où finalement un marché d'une partie de la France va venir alimenter un autre.
Et les gardes nationales vont être là pour garantir la libre circulation des denrées et la libre circulation la liberté des prix, Mhm. ce qui, comme on peut s'en douter, va générer de la spéculation. Et donc cette fraternité d'apparence va être une fraternité des propriétaires, va être une fraternité d'un genre particulier, puisque ça sera l'idée qu'il faut, avec des fusils, garantir la liberté des marchés, donc garantir la liberté en armant contre les personnes qui s'attroupent contre les marchés libérés, parce qu'ils ne mangent pas, parce que le prix du pain augmente, et donc qu'appelle-t-on liberté? Qu'appelle-t-on fraternité? Qu'appelle-t-on propriété? Est-ce que c'est la propriété des objets, des biens que l'on vend sur les marchés? Ou c'est la propriété de ma vie, de mes droits et de ce qui me permet d'exister, moi, en tant qu'être humain? Donc d'emblée, dès le départ, il y a une discussion pour savoir, mais de quoi parle-t-on? Quelle est cette liberté que l'on garantit? Quelle est cette propriété que l'on garantit? Qu'appelle-t-on l'égalité? Qu'appelle-t-on la fraternité? Donc les catégories qu'on va employer pour faire la loi, et c'est là-dessus que Robespierre se bat, ces catégories sont centrales. Il y a un moment extrêmement important, parce qu'il va y avoir une loi martiale qui va réprimer les émeutes de subsistance sur les marchés au nom de la liberté. Et on va réprimer également la paysannerie dès l'hiver 89-90, parce que les paysans aussi disent mais il y a quelque chose qui ne va pas, il faut racheter les droits féodaux, on nous avait dit c'était fini tout ça. Et donc ils ne sont pas du tout d'accord, se révoltent, et là aussi on va établir une loi martiale qui va venir les réprimer, et le côté droit de l'Assemblée, la droite si vous préférez, favorable à la liberté des propriétaires, à ce libéralisme économique qui est en train de naître, dit qu'il faut réprimer les brigands. Le peuple qui est sur les marchés sont des brigands, les paysans sont des brigands. Et face à ça, le côté gauche, Robespierre, Grégoire et d'autres, disent ce ne sont pas des brigands, ce sont des patriotes. Les mêmes, avec les mêmes actions. Quand je vais sur un marché, que j'arrête un convoi de grains en disant c'est trop cher, est-ce que je fais un attentat à la propriété? Est-ce que je vais contre la liberté? Ou est-ce qu'en faisant ça, je garantis la liberté à l'existence, le droit à l'existence des autres? Est-ce que faisant ça, je garantis la liberté des autres? Alors, donc si je fais ça, je suis un patriote, je suis dans le sens des principes de la Révolution française. Et donc je dois être porté en triomphe comme étant un patriote. En revanche, si je suis quelqu'un qui attente au principe de liberté, parce que j'attenterai au droit du propriétaire, alors il faut que je sois réprimé comme un brigand. Donc les mots ont un sens, parce que derrière ça, il y a des lois, et une loi qui permet de tirer, tout simplement, ou pas. Donc si on est devant un brigand parce que le côté droit l'a emporté, ce qui est le cas, le chapelet l'a emporté, donc on va avoir une loi répressive, on va tirer sur la foule. Mais au contraire, si une autre idée de la liberté, une autre idée de l'égalité, une autre idée de la loi, une autre idée de la nation, de la patrie, une autre idée du peuple, une autre idée émerge, alors on va porter en triomphe des personnes qui sont considérées comme des héros. Donc c'est extrêmement important de comprendre comment les catégories se forment et de voir les luttes. Et c'est bien ce que vous expliquez dans le texte, c'est l'importance des mots. Et parce qu'on est à la naissance de quelque chose, et donc on est au moment où on définit des choses. Et là, vous l'expliquez bien sur qu'est-ce que la liberté pour moi, ou la propriété de ce qu'on possède. Et là, vous insistez énormément, et Robespierre insiste énormément sur la définition des mots-clés qui aujourd'hui font partie de notre patrimoine, de ce qu'on apprend à l'école, etc. Mais là, on est à la genèse de tout. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la fraternité? Qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Qu'est-ce que c'est la possession? Et donc l'écart font du moins l'interrogation. Je vous parlais du même et de l'autre. Est-ce qu'on est dans un vocabulaire qui est apparemment le même? Certainement, ce sont les mêmes mots, mais est-ce qu'ils ont le même sens? Certainement pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pour ça que c'est un livre qui ne s'adresse pas principalement à des spécialistes, mais plutôt aux citoyens, parce que ça amène à réinterroger des catégories à partir desquelles on dit notre monde, on dit le réel, et qui sont des catégories piégées, sur lesquelles je pense que les luttes politiques doivent se constituer. Il y a des luttes autour du sens des mots qu'on emploie, qui sont à mon avis, essentielles, et on le voit là. Là, véritablement, Robespierre parle d'abus des mots, mais ce n'est pas le seul. Ces catégories, et gagner sur le sens des catégories, c'est essentiel parce que c'est la loi qui est derrière. Et ils vont perdre, et c'est avec le Directoire, et c'est avec l'arrivée de Bonaparte, qui est précablé dans le Directoire, que l'on va verrouiller le langage, qui va devenir le langage de la science politique, qui va se créer, la science sociale va se créer à ce moment-là, et on va avoir des personnes légitimes pour parler du monde, des sociétés, et les autres ne le seront plus.
Donc l'action des mots, et même l'action de ce qui fait science, ce qui permet de dire les sociétés, les sciences sociales, c'est important et ça naît à ce moment-là. Exactement. Parce que quand même les textes sont là et quand il dit citoyens législateurs, ce n'est pas assez d'avoir déclaré que nous sommes républicains français, il faut encore que le peuple soit heureux, il faut qu'il y ait du pain, car où il n'y a pas de pain, il n'y a plus de loi, plus de liberté, plus de république. Donc vous voyez, on revient exactement à l'origine, il faut quand même que le peuple ait de quoi se nourrir, il faut quand même que le peuple ait... Et là, c'est une pétition. Voilà, tout à fait. C'est pas le discours de Robespierre. Hein. C'est-à-dire que l'objet du livre aussi, c'est de montrer qu'on n'est pas devant un discours qui est un discours qui vient, on va dire, qui est dans l'esprit d'un représentant, mais que le travail du législateur à l'époque consiste à essayer de traduire en loi ce qui est une aspiration à l'égalité, à la liberté, qui est massive dans la population et que les cahiers de doléances ont montré. Donc comment on arrive à traduire ce désir de justice en loi. Et les lois sont intéressantes. Encore une fois, je me coupe et je suis vraiment désolé. Je vous en prie. Pardon, je coupe beaucoup. Non, mais je d'auteurs, parle. Vous avez le droit de m'arrêter. Si vous me lancez, je n'arrêterai pas. Donc c'est bien de me couper. Non, mais c'est passionnant. Mais il y a tout un moment où vous citez, et parce qu'on vous parlait des lois, vous aviez évoqué tout à l'heure et on y revient. Et il y a toute la fameuse question, qu'est-ce qu'une bonne loi, etc. Et il dit, je souscris à la volonté du plus grand nombre ou à ce qui est présumé l'être. C'est déjà une subtilité importante. Mais je ne respecte que la justice et la vérité. J'obéis à toutes les lois, mais je n'aime que les bonnes. La société a le droit d'exiger ma fidélité, mais non le sacrifice de ma raison. Telle est la loi éternelle de toutes les créatures raisonnables. Là, pour moi, il y a quelque chose de très fort et qui revient dans tous les sujets, les points importants qu'on a évoqués sur Robespierre, etc. On ne peut pas demander à une personne d'obéir à la loi si elle n'est pas raisonnable. C'est ce qu'on avait fait par rapport aux émeutes sur la faim, etc. On ne peut pas demander, etc. Et là, il y a tout le débat, et vous expliquez dans tout ce chapitre-là, la différence entre ce qui est l'obéissance raisonnable et l'obéissance plutôt passionnelle, qui est de l'ordre, c'est une loi qui est bonne pour la société. Donc naturellement, le citoyen, elle est bonne pour le peuple, et le peuple va, par amour quasiment, l'accepter et la suivre volontairement. Voilà, donc il y a toute une réflexion sur ce qu'est la loi, sur ce qu'est l'amour des lois, sur le respect de la loi et l'insurrection. Et ce qu'explique Robespierre, en gros, c'est qu'un peuple s'insurge, se révolte contre les mauvaises lois. Et qu'il ne va pas se révolter contre les bonnes lois. Que sont les bonnes lois? Celles qui vont dans le sens de l'intérêt général de la population, les mauvaises lois allant contre l'intérêt général. Et donc un législateur est vertueux s'il fait des lois qui sont bonnes pour tous et qui ne sont pas simplement bonnes pour ses intérêts ou des intérêts particuliers. Donc il y a toute une réflexion intéressante dans cette espèce de triangle qui est entre l'insurrection, la loi et la vertu. Il y a une réflexion centrale qui nous permet de lire autrement des révoltes, des désobéissances civiles que l'on voit au quotidien aujourd'hui. Peut-on décrocher des photographies de Macron dans les mairies? Certains juges disent oui. Il y a même cet acte de rébellion qui va contre la loi, en fait, est cohérent dans quelque chose de plus large, qui est le respect des engagements climatiques, une loi plus vaste, plus générale, qui dépasse simplement les intérêts catégoriels des lois répressives de la République française pour poser des questions plus larges à l'humanité. Et donc, on est exactement dans un système de normes qui ressemble à celui-là et auquel Robespierre fait appel, et la population font appel pour justifier le fait qu'il soit en insurrection, individuellement d'ailleurs. L'insurrection n'est pas quelque chose de forcément majoritaire et de collectif, mais individuellement, ils sont en insurrection face à une injustice. Et ils peuvent le justifier dans la Déclaration des droits. Et à l'époque, c'est très lisible. La Déclaration des droits me dit résistance à l'oppression, je peux le faire. C'est très lisible. C'est tellement lisible que les thermidoriens vont mettre la Déclaration des droits à la poubelle parce qu'ils ont vu ça à l'œuvre depuis 1789 et ils le craignent comme la peste, ce texte. Donc ils vont tout faire pour que la Déclaration des droits, ça soit toujours une apparence, parce qu'ils en ont besoin, ils sont républicains, il faut bien dire qu'ils sont encore dans la Révolution française, parce qu'il y a quand même les rois qui sont à la frontière. Donc ils existent bien là-dedans, mais ils vont vider le texte de son contenu parce que ce texte a porté des émeutes, un peuple constamment délibérant, un peuple qui toujours revendique et demande une adéquation entre les principes et les faits. Et ça, pour eux, c'est pas pensable. Voilà. Donc, on est aujourd'hui dans cette interrogation à partir de quelles normes on va pouvoir justifier nos actes. Et ce que j'indique, c'est, voilà, on a une norme qui est toute faite, il n'y a pas besoin de chercher des choses compliquées, c'est dans la Constitution, ça s'appelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Simplement, on a perdu finalement son sens.
Ce sens a été dévoyé, ce sens est dévoyé par le Conseil constitutionnel lui-même. Je donne un exemple assez frappant dans l'introduction, c'est assez effrayant, hein, oui. On peut le lire, mais il y a eu une tribune dans la presse de plusieurs spécialistes, parce qu'il y avait des lois contre les propriétaires à Paris, qui étaient probablement du Airbnb ou des choses comme ça, j'imagine. Donc c'est des lois qui ont été votées par l'Assemblée, et des lois qui avaient pour fonction d'empêcher des grosses sociétés, des multinationales, de polluer, d'une part, et d'autre part, donc il les imposait ou qu'il les sanctionnait si elles polluaient, et d'autre part, des sociétés qui plaçaient des capitaux à l'étranger et qui externalisaient leurs impôts. Voilà, oui, c'est une tribune. C'est des juristes, des économistes qui ont fait une tribune dans le monde en disant on ne comprend pas très bien pourquoi ces lois sont passées, ont été votées et qu'elles ont été retoquées par le Conseil constitutionnel au nom de la Déclaration des droits. Donc le Conseil constitutionnel a dit on ne peut pas toucher à ces multinationales parce que ce serait toucher au principe de propriété, en les empêchant de faire ce qu'elles désirent avec leurs profits et faire ce qu'elles veulent. Et là je vous cite, et c'est dans la tribune, étonnante déformation de ces droits nés pour émanciper le sujet, devenu par l'interprétation qui leur est donnée des moyens offerts aux plus puissants de s'opposer au bien commun et à l'exercice de leur liberté par les plus humbles. Voilà. Donc ça veut dire que le Conseil constitutionnel utilise la norme de la Déclaration des droits aujourd'hui pour renforcer la logique propriétaire, si on veut, alors que si on regarde dans la Révolution française comment les choses se passent, elle est portée par la montagne, elle est portée par ce que l'historiographie va appeler la terreur, elle est portée par un personnage comme Robespierre, auquel on n'attribue pas naturellement quand on suit le discours standard, qu'il est l'incarnation même de la Déclaration des droits, comme étant la norme à partir de laquelle on peut remettre en question l'accumulation du propriétaire, la liberté du propriétaire, à partir de laquelle on peut poser la question de l'égalité réelle, à partir de laquelle on peut poser la question des régulations du marché. Non pas en fonction de l'intérêt du propriétaire, mais en fonction de ce qu'à l'époque on appelle le droit à l'existence. Donc dans la Déclaration des droits, il y a l'idée qu'on peut être une société cohérente, on peut être une république, non pas parce qu'il n'y a pas de droit, mais on est république que parce que chacun a une part, chacun a une existence digne, et que le propriétaire peut faire ce qu'il veut jusqu'au moment où il touche à l'existence de l'autre. Et donc sa liberté s'arrête où commence celle de l'autre, et la propriété aussi s'arrête où commence la liberté de l'autre. Donc s'il veut accumuler de l'argent, il n'y a pas de problème. S'il veut s'acheter des montres de luxe et des voitures, il n'y a pas de problème, sauf si à côté de lui, il y a des gens qui n'ont rien. Alors là, ça pose problème. Est-ce qu'on est vraiment dans une société, dans une république, si on est dans ce type de... Il y a bien l'idée aussi de protéger les plus humbles, parce que la société n'est bonne, entre guillemets, que si le droit à l'existence du plus humble est assuré. C'est ça, voilà. C'est la définition de la République, en fait. Voilà, tout à fait. Et là, vraiment, c'est encore une fois d'un effet miroir assez bluffant. Ce qui est assez bluffant, c'est aussi la réponse. Vous avez des Luc Ferry, Michel Onfray, après, qui vont signer une tribune inverse. Ça, je vous lisais, c'est un miracle. Donc moi, quand j'ai vu ça, je dis... Oh. Non, mais les auteurs de cette tribune l'ignorent peut-être, mais limiter la liberté du propriétaire au nom de l'intérêt général et du respect du bien commun est une des caractéristiques de la politique de Robespierre. 15 jours plus tard, les gardiens du système le leur rappelle dans une contre-tribune publiée dans le même quotidien. Son titre la résume « On commence par le bien commun et on finit par le comité de salut public ». Luc Ferry et Michel Onfray sont parmi les principaux signataires, évidemment. La référence au comité de salut public caractérise un gouvernement autoritaire et sert évidemment à disqualifier la notion de bien commun. La chose n'est pas nouvelle puisque c'est la fonction épouvantail de l'Empereur depuis 1795. Donc effectivement, on met en avant le bien commun, on met en avant la Déclaration des droits, et en face, contre-tribune, qui nous rappelle que tout ça, c'est Robespierre, c'est mal, c'est la terreur. Voilà. Donc c'est toujours cet écran qui joue. Alors tout à l'heure, vous posiez une question... Est-ce que cet écran, il joue encore? Parce que justement, quand je vois la production sur Robespierre, quand je vois l'intérêt, quand je vois... cet écran de fumée, il est un peu en train de disparaître. C'est-à-dire alors, on a les sources, maintenant, on a un peu plus de recul. Et puis, il y a des écrits comme le vôtre qui arrivent. Mais justement, ce genre de tribune, aujourd'hui, il y a quand même une partie on n'y croit plus bêtement et méchamment. C'était en 2018. Oui, mais j'ose espérer que les gens y croient un petit peu moins. La génération des Luc Ferry et machin peut-être, mais les nouvelles générations se disent, oh là là. Il y a plusieurs mondes. Il y a plusieurs mondes médiatiques. Il y a le monde médiatique qui fait que Ferry et tout ça, on voit au chapitre et domine.
Et il y a d'autres mondes qui sont des mondes que l'on ne voit pas souvent dans les médias, qui sont peut-être plus représentés par les réseaux sociaux, par Internet, qui ne sont pas ceux de Bernard-Henri Lévy et toute la bande, qui sont aussi des lieux de militants, des lieux de gens curieux, qui sont le peuple en fait, et qui est souvent invisibilisé dans le monde médiatique, et qui a un rapport plus complexe, on va dire, à cette période-là. Avec Marc Bélissa, on avait écrit un bouquin qui s'appelle Robespierre, la fabrication d'un mythe, où on étudiait l'histoire de Robespierre de sa mort à aujourd'hui. Et on disait qu'on revoyait ressurgir Robespierre dans l'espace public comme un personnage positif, et pas simplement du côté de quelques aficionados qui ont toujours été là. On voyait ressurgir la figure de Robespierre depuis les années 2008-2010 à peu près. Et on s'est aperçu que en 2 siècles, il y avait 4 phases dans l'histoire française où on voyait revenir Robespierre comme un interlocuteur dans l'espace public. Et là, on est dans une de ces phases, on est dans la 4e phase. D'accord. Et on est dans un moment où, comme à d'autres moments, la République s'effondre, les principes qui la constituent sont interrogés, ceux qui représentent la République sont sujets à des questionnements de plus en plus serrés des citoyens. On parle de corruption, on parle de manquement, on parle de prévarication. Et on est dans des moments aussi où on voit revenir Robespierre, des moments qui sont des moments quasi pré-révolutionnaires des fois, ou qui sont aux limites de moments de guerre. Robespierre revient dans l'espace public entre 1830 et 1848, 2 moments révolutionnaires. Il revient dans l'espace public et devient à ce moment-là d'ailleurs le personnage clé du Parti communiste, qui n'était pas avant, à partir de 1935-36. Le Front populaire, on est dans le 150e, on est dans la Deuxième Guerre mondiale, on est dans l'effondrement républicain de la Troisième République, on est dans la montée des ligues de l'extrême droite aussi à ce moment-là. Et Robespierre apparaît comme une espèce de repère républicain au moment où tout s'effondre. 3e moment, c'est les années 60, 68. Le moment où Robespierre devient un personnage porté par la population comme étant un personnage auquel on peut s'identifier. La promotion de l'ENA de 68-70 s'appelle promotion Robespierre, l'ENA. C'est déjà rien que ça, ça dit tout quasiment. Decaux écrit un texte sur les beaux yeux verts de Robespierre. La caméra explore le temps. Stella Lorenzi a une émission en 63 qui fait un tabac, c'est incroyable. On voit Robespierre comme jamais il a été montré quasiment à l'époque. Et puis arrivent les années du bicentenaire de la Révolution française, les années du totalitarisme, où de nouveau Robespierre va être aspiré par ce discours-là, qui est la terreur, qui est le sang, qui est la répression. Donc on remet en avant Danton. On remet en avant Danton un peu avec le film de Vaida, mais qui joue sur un autre relief. On va plutôt remettre en avant Condorcet aussi à ce moment-là. Mais bon. Donc on est dans une autre phase qui remet ce qui a toujours été le cas. Il y a toujours un discours négatif dominant, mais des fois le positif ressort. Et là, au début des années 2010, on s'aperçoit par hasard, parce qu'il y a des manuscrits de Robespierre qui vont être vendus, qui sortent de la famille Lebas, qui sont revenus là et qui risquent d'être vendus au privé chez Sotheby. Et donc on se dit, mais les manuscrits de Robespierre, on a très peu, risqueraient de partir dans des collections privées. Il faut faire en sorte que ça reste public en France ou ailleurs, mais que ça reste public, accessible. Et donc il y a, parce que voilà, c'est quand même sa fonction, la Société des études robespierristes lance une subvention à ce moment-là pour essayer de préempter et de garder les manuscrits. Et il y a un écho inattendu. Beaucoup de gens envoient de l'argent, des sommes des fois importantes, des fois rien du tout. Et donc ça veut dire que spectaculairement, dans l'espace public, ce personnage qu'on croyait finalement dans les musées, un peu mort, voué aux gémonies, enfermé dans des discours négatifs, existait pour des gens qui le mettaient en avant parce qu'ils partageaient une certaine idée de la République avec lui, et même des fois pour des gens qui n'étaient pas, disait-il, très favorables au personnage, mais qui estimaient que c'était absolument scandaleux que dans l'histoire de France, quelqu'un d'aussi important n'ait pas à sa rue, n'ait pas la place qu'il mérite, et un régime historique en fait aussi négatif. Voilà. Donc ça veut dire que la mise en avant de Robespierre comme personnage historique correspond aussi à des interrogations politiques de nos concitoyens, à un moment où ce qu'on appelle la République ne va
plus de soi, où on avait vécu comme une république sans trop se poser de questions, la cinquième du nom finit par être interrogé, ou ce qui faisait finalement un système routinier, politique routinier sans trop de problèmes, devient un système problématique, et où on se pose la question de la sixième république, et où tout ce qui allait de soi ne va plus de soi. Voilà. Et je pense que Robespierre reste dans les consciences, finalement, et la Révolution française en général, au-delà des débats médiatiques, de quelques agitations qui concernent quelques personnes, pour la grande masse de la population, dans la culture populaire, reste un repère assez central. Très bien. J'aurais qu'une question pour finir, et après, bien sûr, vous avez, si vous avez envie de poser des questions, l'auteur est là. Robespierre, aujourd'hui, s'il était parmi nous, à votre avis, il sanctionnerait la politique qui est celle d'aujourd'hui, puisque ce serait clairement celle du côté droit de l'Assemblée, mais il n'était pas forcément pour le désordre non plus. Non. Donc il aurait sans doute, pareil, un petit peu le cœur pris entre la raison et le cœur. À votre avis, de quel côté se situerait-il aujourd'hui? Si on pouvait, vous qui connaissez si bien son œuvre et entre guillemets sa pensée, donner une interprétation. La réponse est dans la question que vous avez posée avant, c'est-à-dire qu'appelle-t-on l'ordre? Je sais pas. Je suis libraire. En tout cas, si l'ordre que l'on doit sauvegarder est l'ordre des propriétaires, si l'ordre que l'on doit sauvegarder est un ordre dans lequel le marché est efficient et il va naturellement s'équilibrer, que cet ordre va faire des miséreux, va rendre les gens malades, va les rendre dépressifs, probablement pas cet ordre-là. Non, bien sûr. Mais je pensais à l'ordre plus dans la rue, l'espace public, l'ordre maintenu, qui est... je suis pas en train de soutenir, qu'on se comprenne bien. Mais simplement, dans cette idée de pouvoir à la fois avoir le droit de manifester, de participer, et en même temps, on sent déjà avec les grèves qui arrivent, etc., on nous dit déjà, attention, il faut préparer le coup, attention, préparez vos vitrines, etc. Vous voyez, il y a déjà cette idée qu'on est dans un climat de tension, et que donc la police va être là pour, entre guillemets, tenir les choses, etc. Et on voit bien, la question s'est posée aussi avec les gardes républicaines, donc je me posais plus sur le maintien de l'ordre au sens physique du terme que le maintien d'un ordre, entre guillemets, avec un grand O. Eh bien, le maintien physique de l'ordre renvoie effectivement à un ordre avec un grand O. Oui, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut bien maintenir... L'ordre que l'on va maintenir est bien appuyé sur un certain nombre de normes. La réponse est finalement assez simple. Elle n'est pas simplement chez Robespierre, elle est chez d'autres acteurs du XVIIIe siècle, pour lesquels ce que les dominants ou ce que l'idéologie standard appelle le désordre, pour d'autres, c'est un retour à l'ordre. C'est-à-dire pour Robespierre, l'insurrection est un retour à l'ordre. C'est simplement le rappel de la norme. Il le dit dans un moment particulier où, dit-il, le peuple est constitué peuple. Il n'y a pas une illusion sur que le peuple serait en soi bien. Il parle de foule, il parle de troupeau, il parle de peuple corrompu. Le peuple dont il est question ici, c'est un peuple qui s'est constitué peuple. C'est-à-dire qui a agi comme tel. Il y a cette idée extrêmement importante, autrement on ne comprend pas vraiment ce qu'est la Révolution française. Le peuple n'est pas quelque chose de donné. Comme l'humanité n'est pas quelque chose de donné. C'est quelque chose qui se construit en agissant à l'horizon de ce que doit être l'humanité, en agissant comme peuple. Et il dit, voilà, pendant la Révolution française, le peuple s'est rassemblé, a pris les armes et a défendu un certain nombre de principes, de valeurs. Il a agi comme peuple, il est conscient de sa souveraineté, il est conscient de ses droits, il agit dans cet horizon-là, et donc son action contre ce qu'on appelle l'ordre est une action légitime, puisque ce qu'on appelle l'ordre est en fait le désordre. Donc le fait d'agir comme peuple pour produire cet ordre-là est quelque chose qui en soi va dans le bon sens. Et sa réponse serait, mais des gens maintenant qui disent on agit ensemble parce qu'on trouve que le monde est injuste, on agit ensemble parce qu'on pense qu'il y a des inégalités, on agit ensemble parce qu'on pense que les fins de mois sont difficiles, parce qu'on souffre au travail, parce que cet ordre nous vend comme un ordre et finalement un désordre. On est dans
une vision de la politique qui est assez proche de ce qu'était celle de la montagne à l'époque. Tout à fait. Il faut affronter la montagne, disait-il. Il faut affronter la question politique. C'est ça. Merci infiniment Yannick Boss Merci à vous. d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Je suis sûr que vous en avez certaines. Ne soyez pas timide. Moi, j'ai une question, oui. Merci Yannick d'être là déjà, d'exister. Quelle est la position de Robespierre par rapport à la monnaie de papier? C'est une question très pragmatique. Il y a une monnaie de papier qui se met en place, rappelons-le, en 90 avec les assignats, et donc une spoliation de propriété, puisqu'on nationalise, si j'ai bien compris, les biens du clergé. Phrase un peu cliché, parce qu'en fait, quand on creuse, c'est plus compliqué. Voilà. Sur la question de la monnaie de papier, il y a Saint-Just qui a évoqué la question avec l'idée qu'il faut éviter la politique qui était celle de Clavière et de la Gironde, qui était une politique justement de la planche à billets, donc une politique inflationniste. Et donc c'est la raison de la politique du maximum, qui est un maximum des prix des denrées, mais également un maximum des prix des matières premières, également un maximum des prix. Donc il y a une politique de régulation des prix qui est portée par la montagne à ce moment-là. Une politique économique qui est aussi une politique qui essaie de penser la monnaie autrement qu'elle a été pensée par Clavière. Oui, tout à fait. Il y a une politique économique de la montagne, il y a une pensée économique de la montagne, il y a un chapitre dedans qui le rappelle. On a aussi vendu Robespierre et la montagne comme étant des politiques qui n'avaient pas de pensée de l'économie. Parce que justement on cherchait chez eux des artefacts de ce qu'on appelle l'économie aujourd'hui, donc taux d'intérêt, inflation, il y en a dans certains types de discours de montagnards, mais Robespierre n'a pas un discours articulé, développé sur ce qui serait une théorie économique au sens où on l'entend aujourd'hui. Il y a une leçon à tirer de ça, c'est-à-dire qu'on dit mais il ne parle que de politique. Et puis tout le monde disait bah oui, il parle que de politique. Bah, voilà, et puis point final, il ne parle pas d'économie. Voilà, donc on avait loupé l'importance, et il parle effectivement de politique. Pourquoi? Parce que l'économie doit être totalement encastrée ou réencastrée, si on reprend le langage de Polanyi, réencastrée dans la politique. C'est la politique qui contrôle l'économie. L'économie est une chose trop sérieuse pour être autre chose que de la politique. Donc l'économie est une chose qui ne peut pas être laissée au marché, qui ne peut pas être laissée aux propriétaires. L'économie est une chose qui doit être laissée à la population, au plus près des habitants. Donc c'est à la population de réguler les marchés, en fait, très concrètement. L'économie castre le politique. C'est une économie qui est une économie fondée sur, on va dire, un contrôle qui n'est pas un contrôle administratif et centralisé, mais un contrôle qui est au plus bas et au plus près de la population. Et c'est comme ça qu'on comprend d'ailleurs qu'une guerre peut être menée, qu'une révolution peut être menée, c'est-à-dire que la population n'est pas en train d'être la spectatrice de ce qui se passe dans les armées, de ce qui se passe au niveau du pouvoir exécutif. Elle est dans les armées, elle est aussi avec le pouvoir exécutif en main. Les comités de surveillance, les comités de révolutionnaires sont élus localement et c'est eux qui arrêtent les suspects. Et c'est eux qui appliquent les lois révolutionnaires avec les municipalités. Donc c'est-à-dire qu'ils ont en main le pouvoir exécutif, à tel point qu'à un moment il n'y aura plus de ministre d'ailleurs. Donc l'économie est véritablement pensée comme quelque chose qui doit être laissé au plus proche de la population. Tout simplement parce qu'on a eu des tentatives dans les années précédentes de maximum au demeurant, puisque dès les Girondins, un an plus tôt, ont été obligés d'accepter un maximum sous la pression populaire, mais qui a été inopérant parce qu'on avait donné son application au niveau des départements. Au niveau des départements, avec des administrateurs qui étaient eux-mêmes des spéculateurs souvent, et qui n'appliquaient pas des lois qui allaient contraindre leurs profits, évidemment. Donc Saint-Just, Billaud-Varenne ou d'autres disent, voilà, les lois sont révolutionnaires, mais ceux qui les appliquent ne le sont pas. Comment faire pour que l'administration ne soit pas un frein? Il faut donner au plus près des habitants ce pouvoir économique. Donc ça veut dire qu'il est sous un contrôle politique du souverain. Il n'y a pas de marché efficient. On peut laisser des choses au marché, c'est pas un problème, mais tout ce qui concerne la vie, tout ce qui concerne la possibilité de travailler, tout ça doit être contrôlé. La bourse n'existe pas. Alors la bourse, je ne sais pas, si, il y a une bourse, est-ce qu'elle fonctionne? Je ne peux pas vous donner d'éléments précis sur ces éléments. C'est ce que tu expliques dans ton ouvrage que tu as fait avec ton collègue sur le directoire. Oui. C'est quand même je l'ai lu intensément, j'adore cette période, parce que
c'est ultra libéral ce qui se met en place après, c'est la création des banques. Ça, c'est exact, c'est ça. C'est-à-dire on comprend chez la fabrique. on comprend le directoire Ouais. quand on comprend la peur panique que va déclencher ça. Une peur panique, c'est une peur de classe profonde, viscérale. Il y a une peur incroyable. Et tout ça va faire qu'on va laminer la montagne, qu'on va laminer le mouvement populaire, et qu'on va absolument essayer de tout colmater pour que ça ne dépasse plus, quoi. Il n'y aura plus de révolte populaire avant 1830, et dès l'instant où elle va montrer un peu son autonomie, elle sera... Juin 48, c'est une horreur absolue. La Commune, c'est une horreur absolue. C'est-à-dire que dès l'instant où le peuple souverain va reprendre en charge sa souveraineté, à chaque fois, il va être écrasé dans des conditions absolument tragiques. Ce sont des moments qu'on connaît peu, en fait, qui sont peu montrés dans l'histoire de France. Voilà. Donc évidemment, oui, on est dans une réaction libérale à une politique qui se pense également comme libérale. C'est pas une politique qui... Parce qu'on nous a aussi vendu un monde qui était partagé entre l'État et le marché. Là aussi, on est dans des expérimentations qui sont beaucoup plus complexes. Robespierre, les montagnards ne sont pas contre la liberté du propriétaire, à condition qu'elle soit arrêtée par le droit à l'existence de l'autre. Ils ne sont pas contre le marché. Robespierre, il y a des textes de Robespierre ou de Saint-Just qui disent « mais nous, on est pour la liberté du marché ». Simplement, s'il y a des gros monopoleurs qui contrôlent tout, il n'y a pas de liberté du marché. Il y a des gens qui contrôlent Google, autre chose, qui contrôlent le marché. Un artisan, il ne peut pas aller sur le marché. Il est dans la violence du capitalisme qui lui impose un certain nombre de règles, il est laminé. Donc il ne peut pas vivre de son artisanat, il ne peut pas vivre de sa liberté, il est obligé de devenir une espèce de masse de main-d'œuvre du capital, on dirait, au XIXe siècle. Donc il est pour, au contraire, il dit, mais je suis pour que le marché soit libre. Simplement, on a compté la vie des gens pour rien, et les profits des propriétaires, c'est mou, je crois, pour beaucoup. Et donc, évidemment, les théoriciens qui ont fait ça et qui ont mis des mousquets pour assurer l'ordre ont une vision du marché qui est un peu spéciale, quand même. Ne pas laisser le marché à la droite. C'est aussi ça qu'on peut avoir en tête. C'est que le marché n'est pas en soi quelque chose de mal. On n'est pas obligé de l'étatisation contre du privé. Il y a des pensées, des organisations intermédiaires que nous montre cette période. C'est pas des idées, on est dans de la politique, c'est-à-dire que c'est de la loi, c'est mis en œuvre dans un court temps, mais c'est mis en œuvre, c'est concret, quoi. C'est pas des discours, on n'est pas comme ici, quoi. On n'est pas en train d'échanger des idées, on fait de la loi, et où on a des outils en fait pour penser autre chose que simplement cette espèce de dualité qu'on nous a proposé comme étant indépassable. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. Oui, il y a plein d'autres questions. Alors, allez-y. Mais réponse courte. Excusez-moi, vous m'arrêtez, vous me... Non, vous mais faites sinon il va falloir qu'on ferme la boutique dans le noir. Allez-y, je vous en prie. Oui, je me demandais si Robespierre, à votre sens, n'aurait pas inventé en fait le populisme dans le sens positionnement politique. C'est-à-dire qu'il a pris les idées de Rousseau sur la souveraineté populaire et il en a fait un positionnement politique qui est de défendre le peuple et la souveraineté populaire contre une oligarchie, et c'est ce qu'on retrouve un peu aujourd'hui chez un certain nombre de mouvements populistes, que ce soit à gauche, chez gens comme Mélenchon ou Bernie Sanders avec le Top 1%, et à droite aussi, même à droite en fait, chez Trump qui dit voilà, l'État profond à Washington ou le Brexit, toutes ces choses-là, on cible une oligarchie et on la met en opposition à un peuple souverain. Est-ce que Robespierre n'aurait pas inventé le populisme dans cette forme de positionnement et de tactique politique? Et si je peux ajouter quelque chose, et aussi en fait c'est ce qu'on voit chez les Gilets jaunes. Aujourd'hui finalement ils défendraient le RIC, toutes ces choses-là. Et si je peux ajouter une autre question, vous avez parlé du Conseil constitutionnel tout à l'heure. Est-ce que le positionnement de Robespierre, qui est le peuple, la souveraineté populaire, le peuple a raison via l'exercice de la souveraineté populaire, n'est pas, en contradiction avec le principe de la Constitution et de l'État de droit
parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de conseil constitutionnel, il n'y avait pas de ça dans une constitution. Mais finalement, comment on arrête l'expression de la souveraineté populaire? Est-ce qu'il y a des limites, en fait, pour Robespierre ou non? Maintenant, il y a le Conseil constitutionnel, oui. Ça a déjà été pensé au moment intermédiaire par Sieyès, qui propose la jury constitutionnelle, qui était un moyen justement de résistance à l'oppression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont le garant du contrat, c'est le peuple souverain. Donc il y a celui qui va dire non, le gouvernement ne remplit pas sa fonction et propose des lois qui vont contre les principes, c'est le fait de s'insurger. Et Sieyès est un de ceux qui essayent justement de mettre en place un dispositif dans lequel on va déléguer cette capacité d'insurrection, entre guillemets, à des sages, mais ça passe pas parce que... Mais qui va contrôler ceux qui contrôlent? C'était la question de l'époque. Donc la réponse, c'est ceux qui contrôlent la constitutionnalité des lois, c'est le souverain. C'est celui qui contrôle, c'est le souverain. Voilà. Chez Robespierre, c'est extrêmement clair. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? En tout cas, c'est comme ça que ça... C'est comme ça que ça se passe. Et pour le populisme? Alors pour le populisme, en revanche, là, il y a un jugement, ou du moins il y a une catégorie actuelle qui est posée sur le XVIIIe siècle. Je répondrai à votre question en vous disant que vous avez raison dans la mesure où ceux qui dénoncent Robespierre à l'époque le dénoncent dans des termes qui ressemblent à ça. Condorcet, par exemple, a de longues pages sur le charlatanisme de Robespierre et d'autres qui s'entourent d'arriérés et de femmes, dit-il, pour faire sa cour, parce que c'est quelqu'un qui est un peu limité et donc il a besoin de gens qui soient inférieurs à lui pour briller à ce moment-là. C'est un des grands classiques de la presse girondine. Et les thermidoriens vont brosser le portrait d'un démagogue qui ressemble à ça, c'est-à-dire qu'en gros, Robespierre flatte le peuple dans une perspective qui est la tyrannie. Donc son objectif est de développer un système anarchique de telle sorte qu'à partir de là, il va pouvoir s'appuyer en tant que tyran. Et c'est leur discours, devenir roi, donc restaurer une monarchie. On va même fabriquer un sceau qu'on va mettre dans ses papiers pour prouver qu'il voulait être roi. Et donc tout le dispositif qui permet d'arriver à ce Robespierre tyran contre la liberté, donc il faut éliminer et exécuter, est fondé sur cette lecture qu'on appellerait populiste aujourd'hui. Le démagogue violent, le populiste. Et pour mettre un bémol, peut-être un bémol, ou en tout cas répondre autrement à votre question, je vous dirais qu'un autre personnage est appelé également populiste, démagogue violent à l'époque, mais qui n'a pas la même réputation sulfureuse que Robespierre, c'est Thomas Paine. Thomas Paine, aujourd'hui, c'est l'expression des droits de l'homme, c'est l'anglais américain qui participe à la Révolution française et qui est donné un peu comme un exemple de libéral. Voilà. Simplement, à l'époque, il n'est pas vu comme ça. À l'époque, on dit qu'il pense comme Robespierre. On pense qu'il a les mêmes idées, le même système qui génère la terreur. Alors lui, il a beau dire qu'il n'aime pas Robespierre, on dit ça, et ce sont des proches de lui qui le disent, et des personnages qui sont devenus des libéraux emblématiques, comme Germaine de Staël ou Benjamin Constant, le placent du côté des démagogues, le placent du côté des violents, le placent du côté de ceux qui flattent le peuple. Pourquoi? Parce qu'il met en avant la Déclaration des droits. Parce que, comme Robespierre, il est dans un discours qui met en avant la souveraineté populaire. Donc ça veut dire que... où sont nos catégories, quels sont nos mots, mais de fait, une lecture qu'on pourrait appeler standard de Robespierre, avec la lecture qu'on pourrait appeler standard populiste aujourd'hui, pourrait trouver une équivalence en disant Robespierre c'est l'ancien populiste. On pourrait trouver ça chez Ferry et chez d'autres, je pense. On peut le dire sans être péjoratif. Absolument. Et d'autant que dans la catégorie de populisme, on peut avoir un populisme de gauche. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais bon, Mouffe et Laclau sont aussi des gens qui ont théorisé cette question du populisme, qui a été utilisé par Podemos, qui a été leur positionnement idéologique pendant quelques années. C'est plus le cas maintenant. Ça a été repris par les Insoumis maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une lecture qu'on pourrait appeler positive, revendiquée du populisme. Alors, je pense que c'est une catégorie trop étanche à de multiples discours pour être opérationnel sur le plan politique. Mais par ailleurs, votre question n'est pas illégitime.
Une question, oui, je crois. Ouais, moi, je salue votre travail, donc moi je reviens un peu au titre du livre, donc le peuple souverain et la démocratie. Moi, modestement, je suis marxiste. Je me définis comme tel, j'ai fini mes civilités, j'ai fini mes études, je suis syndicaliste, je suis salarié. Donc les choses sont claires. Donc je ne peux être que fan de Robespierre, comme on dit maintenant. Chacun ensuite. J'aurais donc beaucoup de lecteurs. Donc ce que je veux dire, c'est que en fait, quand l'on pense à Robespierre, il s'y appuie sur du droit, en fait, parce qu'il est quand même avocat. Moi, je l'ai découvert, modestement, à travers un livre de Hervé de Worth, je crois, et en lisant une biographie de Fouché, qu'a écrit Stéphane Zweig, et j'en ai appris plus sur Robespierre que sur Fouché. Donc, ma question est de dire... avoir, dès le début de sa carrière d'avocat, cette vocation à défendre toujours les gens du peuple contre une certaine puissance. Déjà, je pense que ça l'a mis un peu en marge. Il s'est construit. Donc, j'ai deux questions pour faire court à vous poser. Moi, il y a deux personnages qui me rappellent un peu son parcours politique, social et ses origines, entre guillemets, d'une classe bourgeoise, même s'il a été orphelin très tôt. C'est son lien, si on peut faire un peu le lien de siècles différents entre Victor Hugo et Jaurès sur leur positionnement politique d'une époque effervescente où il fallait, dans des instances temps, se positionner et finalement se faire des ennemis. Et cette question rejoint aussi aujourd'hui à l'actualité, parce que moi-même, j'ai 57 ans maintenant, j'ai vu que des gens politiquement en qui j'ai cru, parce que l'histoire est tellement répétée et racontée par les vainqueurs, qu'ils s'immiscent parfois des doutes, qu'ils s'immiscent parfois, on se dit, non, pas lui. Et on a aujourd'hui des gens en qui on disait ce côté, et je fais le lien, est-ce que ça n'a pas perdu ce côté incorruptible qui, moi, me fascine, et je sais que, est-ce qu'on peut tenir avec cette honnêteté jusqu'au bout, avec certaines idées et certains engagements politiques. Voilà un peu... Alors sur Hugo et Jaurès, c'est sûr que j'ai été fasciné par Robespierre. Hugo écrit 93, c'est un projet qu'il a depuis longtemps, mais il écrit après la Commune. Donc il est aussi dans un moment à la Révolution française singulier. Robespierre, dans une époque où il était vos hégémonies par les courants républicains qui se reconstituaient après 48. Michelet déteste Robespierre, Quinet fait un portrait charge de Robespierre, et Hugo dit attention, quand ils sont en train de se rencontrer avec Marat et Danton dans la fameuse rencontre qui n'a jamais eu lieu. D'ailleurs, dans ce café, il y a Marat qui a un café, il boit son café tout nerveux, etc. Il y a Danton qui a du vin, qui est comme ça, évidemment, dans sa caricature, et puis Robespierre qui a des papiers. Robespierre qui a des papiers, Robespierre c'est l'homme d'État, c'est celui qui pense et qui a une perspective qui est pas dans l'agitation. Hugo est effectivement porté par une certaine image de Robespierre. Jaurès a une vision très complexe de Robespierre, à la fois négative et positive. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Jaurès est de ceux qui sait ce qu'est un orateur. Et il sait ce que c'est que le courage de rentrer dans une assemblée qui n'est pas forcément qui va forcément dans votre sens, qui n'est pas forcément qui passe à votre cause, acquise à votre cause, merci, et qui va devoir être, sinon retourné, du moins, qui va devoir être porté par un certain nombre d'idées. Donc il y a des actes de langage que Jaurès comprend très bien, et dès l'instant où Jaurès parle sur Robespierre, il y a tout un pan de la littérature anti-robespierriste qui perd finalement un argument qui était que Robespierre était un piètre orateur. À partir du moment où Jaurès commence à dire que c'était non seulement un orateur puissant, mais en plus c'était un exemple même, tout ça disparaît. Donc ce sont des modèles pour des politiques romanciers
comme Hugo. Et cette question de l'incorruptibilité, on la trouve dans les archives, dans les sources, même du côté des thermidoriens ou même du côté des Girondins. Jusqu'à la fin, il y a des Girondins qui étaient emprisonnés, qui s'adressent à Robespierre, c'est des sources que l'on a, hein, des courriers qui disent, voilà, tu es le seul à peu près capable de comprendre notre problème, est-ce que tu ne peux pas intervenir pour nous, parce que on sait que on peut te faire confiance, les autres pas trop, voilà. Et le discours des thermidoriens, c'est de dire, voilà, il était apparemment incorruptible, et tout leur effort, c'est de montrer qu'il ne l'était pas. Donc il fabrique un Robespierre qui fréquente des prostituées, met de l'argent de côté, un personnage absolument infâme. Il le fabrique de toutes pièces pour essayer de détruire sa vision d'incorruptible, mais ça ne marche pas du tout et ça n'arrive pas à persévérer. Est-ce que l'incorruptibilité est une qualité ou un défaut politique? Je pense que le 9 Thermidor s'explique aussi par cette position d'incorruptibilité de Robespierre, c'est-à-dire il y a visiblement au sein du comité de sûreté générale ou parmi des gens qui sont aux environs des comités de salut public et de sûreté générale, il y a des gens qui ne supportent pas cette incorruptibilité de Robespierre et qui souhaitent s'en débarrasser parce que c'est un personnage qui devient encombrant parce qu'il maintient finalement un cap à un moment où beaucoup de représentants en mission ont pu agir de manière qui était corruptible, justement. Agir dans un sens qui allait contre les principes. Fouché, par exemple. Donc et puis des fois, je me dis, mais c'était peut-être le schtroumpf à lunettes de la bande, le bon élève, celui qui était toujours là en train de rappeler les principes, dit, eh bien voilà, il faut faire ça, et puis il était inattaquable parce qu'il le faisait. Donc ça a dû agacer, je pense, pas mal de monde à l'époque. Donc c'était à la fois un aspect qui était positif, parce qu'on ne peut pas dire à tout le monde, on a pris des engagements et il faut s'y tenir. Autrement, on est perdu. Et en même temps, être faillible, c'est quelque chose qui vous rend plus humain, mais l'incorruptibilité est aussi une forme d'humanité, c'est-à-dire qu'on rend hommage à ce qu'est l'humanité. Je pense que dans ce moment-là, vous savez que pendant plusieurs semaines, il ne se présente pas au comité de salut public. Donc je pense qu'à ce moment-là, je crois qu'il arrive à un bout, à une espèce d'épuisement. Ils sont tous épuisés au demeurant, mais un épuisement en disant les choses ne valent plus la peine, c'est plus la peine de continuer. On est dans des logiques qui sont tortueuses, avec des contre-feux ouverts partout, de la fausse information, des choses qui circulent, qui sont mises en avant, etc. Le jeu n'en vaut plus la chandelle, j'arrête, etc. Bon. Et à un moment donné, on a l'impression qu'il lâche. C'est lié, je pense, à cette posture d'incorruptibilité qui fait sa force. Et en même temps, peut-être qui fait sa faiblesse auprès d'un certain nombre de ses collègues représentants. Mais là encore, c'est une interprétation. On n'a pas d'éléments qui permettent d'éléments. En tout cas, l'incorruptibilité est attestée. Ça, sans question. On va s'arrêter là, parce que sinon on est parti pour aller jusqu'au bout de la nuit. Mais c'est un tel bonheur de vous écouter et d'échanger avec vous. Merci encore une fois, Merci à vous, pour cette Château. rencontre. Merci.